bien, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de continuer ce soir le cycle de conférences sur la biodynamie proposé par les Journées paysannes. Nous en sommes déjà à la 5e conférence. Le nombre croissant d'inscrits parmi nos adhérents et amis, nous avons invité ce soir plus de 80 personnes, révèle une forte attente d'éclairage sur ce sujet. Ce soir, nous vous proposons une table ronde avec 3 adhérents des Journées paysannes. Tout d'abord, Cyriaque Cronier-Manjat, semencier, pratiquant l'agriculture biodynamique. Ensuite, Charlotte et Thomas Carcin, qui sont viticulteurs, ayant pratiqué la biodynamie pendant quelques années. Et enfin, François Peloquin, agriculteur, ayant pratiqué la biodynamie il y a une vingtaine d'années. Avant de leur donner la parole, il nous semble important de redire quelques mots sur la nature de ce cycle de conférences pour ceux qui participent pour la première fois ou regardent ces vidéos en différé sur Internet. Ce préambule est indissociable du contenu proposé. Le cœur de notre question est de savoir si la pratique de l'agriculture biodynamique est compatible avec notre foi catholique, notre foi en un Dieu incarné en Jésus, notre foi en un Dieu créateur et sauveur. Autrement formulé, existe-t-il un risque spirituel à pratiquer l'agriculture biodynamique? Un travail de recherche a commencé il y a quelques années au sein des Journées paysannes par un petit groupe qui s'est élargi petit à petit. Cette année, nous avons identifié le besoin de prendre le temps d'écouter des personnes qui avaient déjà réfléchi de façon poussée sur la question, chacun avec leur regard propre, philosophique, théologique, agronomique, terrain, historique. Il ne s'agit pas de la pensée des Journées paysannes, pas plus que celle de l'Église. C'est un éclairage documenté et pluriel du sujet. Les intervenants comme les participants ont des regards et avis divers de la question. La liberté de parole que nous souhaitons implique une vraie écoute réciproque. Nous sommes invités à poser toutes nos questions. Ces conférences restent sur invitation car le temps de diffuser largement les échanges n'est pas encore venu. Il ne s'agit pas non plus d'un débat, le temps des échanges d'idées où on pourra se parler, peut-être se confronter, viendra plus tard. C'est le temps de l'écoute et du questionnement. Pour permettre cela, nous avons opté pour que les questions soient posées par écrit dans le chat et relayées par les animateurs. Il s'agit donc, s'il vous plaît, de questions assez courtes. Nous vous demandons de garder vos micros et caméras fermés. Si une personne ne respectait pas ces règles, nous nous réservons le droit de l'exclure de la conférence. Avant de commencer, nous vous proposons de nous mettre sous le regard de celui qui nous rassemble. Demandons-lui son esprit d'écoute et d'intelligence. Lisons ensemble la prière de saint Thomas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Créateur ineffable, vous êtes la vraie source de la lumière et de la sagesse. Daignez répandre votre clarté sur l'obscurité de mon intelligence. Cassez de moi les ténèbres du péché et de l'ignorance. Donnez-moi la pénétration pour comprendre, la mémoire pour retenir, la méthode et la facilité pour apprendre, la lucidité pour interpréter, une grâce abondante pour m'exprimer, aidez le commencement de mon travail, dirigez-en le progrès, couronnez-en la fin, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Alors pour commencer, Cyriaque, Charlotte, Thomas et François, je vais vous demander de vous présenter brièvement, géographiquement, professionnellement, familialement, voilà, qu'on vous situe avant de rentrer dans le vif du sujet. Cyriaque. Merci Hélène et bonsoir à chacun d'entre vous et à vous tous. Je suis donc basé près d'Aix-en-Provence. En Provence, je suis natif d'Aix-en-Provence, marié, père de 4 garçons, et je suis cofondateur avec l'un de mes frères, le 5e, je suis le 4e de 5 enfants, nous travaillons en famille, cofondateur d'une maison semencière indépendante, spécialisée en agroécologie, dans les semences maraîchères en circuit court.
et certifié notamment par Déméter en biodynamie. Je vous passe la parole. Merci. Thomas et Charlotte. Alors, nous sommes donc Charlotte et Thomas Carcin. Bonsoir tout le monde. Nous sommes vignerons tous les deux en Anjou, dans le Maine-et-Loire, à Saint-Aubin-de-Luigné plus précisément, donc dans la vallée du Layon, depuis 15 ans. Nous sommes tous les deux originaires de Bretagne. Nous avons 4 enfants, entre 16 et 21 ans, et nous avons repris un domaine viticole qui n'est pas un domaine familial. Donc, nous l'avons créé, développé il y a 15 ans. Il y a 15 ans, donc en agriculture biologique. Et puis, nous avons effectivement expérimenté la biodynamie pendant 2 ans et demi, jusqu'en 2018. C'est ça ? 19. Ouais, de 2016 à 2019. Voilà. Et donc, sur la vigne. Merci. Et vous, François ? Alors, bonsoir à tous, François Peloquin. Donc, je me situe en Charente, paysan sur une ferme plutôt en grande culture, associé en GAEC avec mon épouse. On a 2 enfants. On a un atelier de boulangerie sur la ferme. C'est ma femme qui avait créé cet atelier il y a quelques années. Et puis, je suis cofondateur aussi d'une structure collective de paysans autour de la transformation des céréales, qui s'appelle Les Fermes de Chassagne. Voilà. Merci, comme ça on vous situe. Et voilà, il y a une belle diversité et géographique et de production. Cyriac, si vous voulez bien, on va commencer notre échange. Et pour commencer, je voudrais vous poser la question de ce qui vous a amené à pratiquer la biodynamie. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce mode de production ? Ce qui m'a touché dans la biodynamie, la maison a 21 ans, donc nous, cela fait à peu près 15 ans que j'ai découvert la biodynamie, étant bien sûr 100% en agroécologie, ce qui m'a parlé, touché, et qui m'a aussi touché dans ma foi de chrétien et de catholique actif, c'était l'approche du sensible et d'apporter à ma formation de scientifique et d'agronome un rapport au vivant qui me plaçait dans un rapport qui est proche de celui de l'oraison, c'est-à-dire l'abandon, et de se faire en humilité dans l'observation du vivant et dans une approche justement que je n'avais jamais rencontrée jusqu'à présent. Voilà, ce qui m'a fait, Hélène, me faire rentrer aussi dans cette pratique agricole. Donc vous êtes toujours biodynamiste aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez détailler ce qui vous... oui, peut-être détailler ce que vous ne trouvez pas ailleurs. Vous l'avez dit en quelques mots, mais je veux bien quand même que vous... Oui, alors nous, sur notre ferme, parce que nous sommes une maison semencière, donc nous avons la partie dite commerciale, mais nous avons aussi la partie ferme, sélection, je suis sélectionneur. Donc nous sommes, je suis de formation très scientifique, en étant passé par les universités, et puis ensuite par l'agro à Paris. Et ce que j'ai découvert il y a 15 ans, que je continue puisque nous sommes toujours certifiés par Déméter, donc nous pratiquons sur notre ferme la biodynamie, mais pas seulement, nous sommes dans des bio plus, pour ne citer que Déméter. Et ce que j'ai découvert, l'agriculture biologique, de plus en plus devient cette agriculture qui contraint à tu ne feras pas. Il n'y a pas de démarche vertueuse. Il y a une démarche qui est finalement, oui, la fertilité du sol, mais il y en a peu finalement. L'intégration de démarches qui ont du sens. Et ce que j'ai retrouvé dans la biodynamie et que nous pratiquons bien sûr aussi dans d'autres labels, c'est cette unicité. C'est que tout participe du tout.
et on parle bien là-bas d'organisme agricole, c'est-à-dire d'unité entre le monde animal et le monde végétal. On parle d'unité entre l'homme et la création, et que dans ma pratique de catholique, dans ma pratique d'agronome, de scientifique, eh bien, il y avait ces réponses multifactorielles. Lorsqu'on touche au vivant, on se rend bien compte que tout est polygénique, que tout est multifactoriel, et que nous sommes une multitude de causes et d'origines avec des missions terrestres qui nous ont été données lors de notre conception et de la procréation. Et donc voilà, moi, c'est finalement cette synthèse et surtout d'arrêter d'appréhender les choses de façon purement mathématique. Le vivant est ordonné, mais pour comprendre les plantes, eh bien, j'avais besoin et j'ai toujours besoin de cet abandon quand on regarde des sélections de plantes, lorsque l'on regarde le comportement d'une plante, surtout avec les conditions agroclimatiques changeantes et les résiliences nécessaires des terroirs et des plantes. Eh bien, il me fallait prendre ce recul et oublier, déconstruire un schéma qui est un schéma de pensée trop cartésien par rapport à une approche des plantes qui nous échappe, puisque le vivant, nous ne sommes que des passeurs de vivants, d'autant plus en tant que semenciers. Nous ne sommes bien sûr pas à l'origine de la graine, nous sommes là pour l'améliorer, nous sommes là pour la transmettre, nous sommes là pour sauvegarder du patrimoine, et vous comprenez que, notamment par rapport à ce qui a été, je ne vous l'ai pas dit, mais une mission. J'ai 50 ans, dès l'âge de 4 ans, j'avais la chance de savoir quel est le métier que je voulais faire, et je voulais donc être semencier. Et ma mère, qui a rejoint le père il y a maintenant 4 ans, nous a dit vous avez chacun des missions, croyez dans vos rêves d'enfants et faites de vos rêves une mission terrestre. Ce qui a fait que, notamment, notre maison semencière soit devenue une entreprise à mission cette année. C'était bien cela, c'était encore une fois, pour vous le dire de façon très pragmatique, que c'était la réponse, et j'y tiens bien, agricole, puisque, autant vous le dire tout de suite, je ne pratique absolument pas l'anthroposophie et je ne suis absolument pas anthroposophe. C'était cette approche globale qui permet de penser la ferme, penser le monde agricole comme un organisme global. Voilà, Hélène, pour vous l'avoir synthétisé. Merci. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste aujourd'hui votre pratique biodynamique sur la ferme? Qu'est-ce que concrètement ça implique? Qu'est-ce que vous faites? Alors, les pratiques biodynamiques, déjà pour être certifié par Déméter, c'est très, très basique, hein. Il y a simplement 2 choses. En tout cas, c'est avoir fait une formation de base et pratique pour être formé aux techniques et réaliser ce que l'on appelle la 500, donc la préparation de bouse de corne, 2 fois par an, et d'avoir passé une silice, qui est une autre préparation. On ne va pas rentrer dans les numéros, mais la 500 étant tellement connue, et puis on en a tellement parlé lors des différentes interventions qu'il y a eu avec les journées paysannes. Donc voilà, ça c'est le minimum, le minimorum. Et ensuite, ce que nous faisons, c'est que nous sommes à l'écoute de nos plantes, et que nous utilisons les préparations. Notamment le plus souvent, c'est la bouse de corne, donc la 500 et la silice, mais aussi des prêles et autres préparations pour résister à des sécheresses, pour cumuler des arômes, pour préparer des stades de récolte quand on sait que nous allons endéner nos plantes avant les battages. Et donc, voilà comment nous pratiquons. Mais en règle générale, tout au long de l'année, ce sont seulement les bouses de corne, donc les 500 et les silices, que nous réalisons très régulièrement, notamment avec les épisodes ici en Provence, mais pas seulement, mais de sécheresse. Et nous irriguons très très peu. Nous faisons en sorte que nos semences soient élevées, puisque nous parlons d'élevage de nos graines et pas de production, d'élevage de nos graines, qu'elles soient élevées dans les conditions les plus proches de celles qui seront celles de l'utilisation faite par les maraîchers. Et donc, nous avons vraiment mis peut-être 7 500 et 8 silices cette année pour ces différentes raisons.
Et donc, vous y voyez vraiment un intérêt agronomique au-delà de l'approche globale là, dont vous avez parlé aussi au début. C'est compliqué, en ayant suivi toutes vos formations, de vous affirmer. En tout cas, je ne peux pas vous dire le contraire, sinon nous ne le ferions pas. Oui, moi j'ai déjà vu, notamment sur des profils de sol, sur des profils racinaires, sur notamment des cultures de carottes, une capacité à avoir une réponse agronomique satisfaisante. Et puis ce que nous faisons aussi, pardon, j'ai oublié de vous le dire, ce sont nos composts. Nos composts avec donc la méthode décrite dans le cahier des charges Déméter sur la façon de répartir aussi bien dans l'inclinaison que dans la répétition les différents préparats. Donc oui, je l'ai vu, mais je l'ai vu et nous avons, puisque cela se fait de toute façon aussi de façon collégiale, avec des groupes, avec un système participatif qui est quasiment un système de plus en plus participatif de garantie. Là-dessus, des échanges entre personnes totalement ouvertes, totalement fermées, avec des chercheurs du CIRAD ou avec d'autres personnes. Et nous co-évoluons dans cette pratique et cette découverte. Voilà. Vous côtoyez le milieu biodynamique, vous êtes engagé aussi à Déméter. Qu'est-ce que vous vivez ou vous observez du lien entre la biodynamie et l'anthroposophie? Alors oui, je pratique, je côtoie et je suis administrateur chez Déméter, bien que, comme vous l'avez fait tout à l'heure en préambule dans les propos liminaires, en disant bien que votre parole ce soir et notre parole commune n'était pas celle de l'Église, ma parole ce soir est la mienne et elle n'est absolument pas celle de Déméter ou des biodynamistes. Je tiens aussi à le préciser. D'autant plus que, pour des raisons d'exigence et d'alignement entre ma vie personnelle et professionnelle, j'ai, après 4 ans de mandat d'administrateur chez Déméter au MABD, choisi de prendre ce temps pour être un peu plus en adéquation avec ce que je prône, donc de moins courir. Maintenant, pour vous répondre sur l'anthroposophie, très peu de choses. Très peu de choses, puisque je côtoie là-bas autant de chrétiens, et je dis bien chrétiens, donc notamment des catholiques, que d'anthroposophes, cela est juste, que les thèmes de nos réunions ne sont absolument pas ni rythmés par de l'anthroposophie, ni par aucun des rites dont j'ai pu entendre parler dans les précédentes conférences, ou en tout cas dans la façon de préparer nos dilutions, en tout cas telles que nous les pratiquons ici à Aix-en-Provence, avec le groupe de biodynamistes. Peut-être que ça existe ailleurs, je ne le nie pas. Et la plupart du temps, ce sont des personnes qui ont d'autres partages dans d'autres lieux, comme la Société d'anthroposophie à Paris. Mais je dois vous dire que jamais, ni en conseil d'administration, ni dans les réunions que j'ai pu avoir, c'était rythmé par cela. Bien sûr que nous faisons référence aux cours aux agriculteurs, bien sûr que nous essayons d'imaginer, avec l'évolution des techniques agricoles et des changements sociétaux, comment adapter le cours aux agriculteurs dans un cahier des charges qui soit capable d'être certifié, mais qui soit quand même le plus ouvert et le plus évolutif possible. Mais en tout cas, il y a bien, et c'est pour cela que je vous l'ai défini ainsi, une façon d'être dans une pratique agricole et loin d'être dans une pratique même, encore une fois, si j'ai bien entendu ce qui a pu être dit jusqu'à présent, entre une vision anthroposophique de l'agriculture, même si c'est tel que Rudolf Steiner l'a défini il y a bientôt 120 ans. Et donc, le but, là, pour nous,
notamment chez Demeter, il est de définir un cahier des charges que les organismes de contrôle puissent certifier, donc que EcoCert ait le moins de cas particuliers à traiter. Voilà quelle est ma pratique de la biodynamie dans les cercles dans lesquels je suis investi de façon militante. Et est-ce que votre pratique active, j'allais dire, est-ce que votre foi vivante vous permet de prendre ce recul-là, et est-ce qu'il existerait, vu que c'est notre question, je vous la pose aussi assez directement, un risque spirituel à pratiquer la biodynamie, et peut-être en particulier quand on n'est pas... enfin voilà, et en même temps on est tous oui, adultes. Hélène, non, mais votre question est très belle, et puis je vous remercie parce que déjà, elle me permet ce qui est mon quotidien, c'est-à-dire une introspection, une nouvelle, et j'ai pu vous le partager très, très humblement, que des amis de l'agro me disent, des catholiques que je croise au scoutisme ou ailleurs, et qui me demandent comment je peux être le catholique qu'ils me voient être au quotidien et un biodynamiste. De cela, je ne sais pas. Vous imaginez bien que je me garderai de vous répondre si je suis face aux idoles, notamment avec l'évangile de dimanche dernier, et si il faut casser les idoles, et si je ne suis pas en plein là-dedans. En tout cas, je ne le pense pas. Et une chose est très intéressante, c'est ces réflexions, ces mises en garde, ces discernements, et cette capacité aussi de voir sur la ferme la façon dont nous pouvons le pratiquer. Et puis, je peux vous dire en tout cas que dans toutes mes pratiques agroécologiques, donc il y a la bio, il y a biocohérence notamment, il y a le maraîchage sur sol vivant, il y a donc la biodynamie. Je suis le plus aligné avec ma foi, et il me semble, avec les évangiles, en étant biodynamiste, que lorsque je suis chez Biocohérence, dans le MSV, ou alors en train de respecter un règlement bio européen. Voilà où néanmoins je me situe, mais je reste bien sûr tout à fait à l'écoute et riche de ces échanges. Comment, ouais, peut-être une dernière question, puis après on tournera, mais peut-être un peu particulière, qui va encore plus loin, je vous pousse encore plus loin. Comment gérez-vous la question des êtres élémentaires que la biodynamie invite à invoquer? Oui, bien sûr que ça aussi, ça a été un des thèmes qui a été développé dans les précédentes conférences, qu'ils invitent à... Je l'ai découvert, je dois vous dire la vérité, Hélène, j'ai découvert cette partie-là, en tout cas dans la partie de la pratique, parce que je ne l'ai jamais vu, ce que l'on m'a appris lorsque l'on dynamise, puisqu'il s'agit essentiellement de cela. Donc, encore une fois, dynamiser, c'est quoi? C'est rien de plus que créer un vortex, un chaos. Encore une fois, vu avec mon regard de chrétienne catholique, on est beaucoup plus proche de la création. Non pas que je sois du tout évolutionniste, mais entre un Big Bang et cette grande interrogation de la création de notre univers qui n'est en rien en dichotomie et en opposition avec les saintes écritures. Mais en tout cas, voilà, dans la dynamisation, ce que l'on m'a appris, pour revenir à votre question, c'est dans cette substance d'être le plus dans l'abandon possible, d'être simplement présent à ce que l'on fait sans rien invoquer d'autre que cet d'abandon, là justement, c'est pour cela que librement, je vous ai dit tout à l'heure que c'était pour moi une des pratiques agricoles desquelles j'étais le plus proche de l'oraison, de la prière ou de l'adoration, où justement on est là pour que, et ce n'est pas du tout ce que je fais en dynamisant, mais pour faire une similitude lorsqu'on est justement dans de l'adoration ou dans de la prière pure, en tout cas lorsque je suis moi dans cette dynamique-là, de laisser de côté ma volonté
et que la volonté soit faite et que le Saint-Esprit advienne et intercède. Eh bien, et voilà, moi, la seule chose que l'on m'ait transmise, donc on ne m'a jamais, pour maintenant répondre clairement à votre question, Hélène, appris ou demandé d'invoquer ou d'appeler des êtres élémentaires lors de ma pratique agricole. Et je ne l'ai jamais fait, et quand bien même on me l'aurait dit, que je ne l'aurais absolument pas fait, puisque c'est totalement contre mes valeurs et la façon dont je me place dans la création, dans l'univers. Je vous ai dit en propos pour terminer que c'était plutôt tout l'inverse. Lorsque depuis 4 ans, et notamment dans les équipes Notre-Dame, nous travaillons sur les encycliques. Là, cette année, ça a été Laudato Si. Notre ferme est un lieu sur lequel nous faisons beaucoup de rencontres avec des unités pastorales autour d'Aix-en-Provence, et notamment de rencontres Laudato Si. Donc, vous voyez, on est très loin de cette pratique-là que j'ignorais totalement et que j'ai découverte dans vos conférences. Merci beaucoup. Merci Je vous remercie. Voilà, de vous prêter au jeu et de répondre avec précision. Merci beaucoup. Je vous remercie. Thomas et Charlotte, merci aussi. Donc, même question pour commencer. Qu'est-ce qui vous a amené, il y a quelques années, à vous tourner vers la biodynamie? Vous pouvez revenir un peu loin Ouais. dans l'histoire. Donc pour commencer, j'ai une formation d'agronome, un peu spécialisée dans les pays en développement. Donc c'était une agriculture assez simple et plutôt une agriculture système D. On a étudié pendant mes études pas mal de systèmes agraires avec l'approche polyculture élevage à travers différents modèles et pays. J'ai vraiment adoré le temps de mes études. J'avais choisi une spécialité études des sols, pédologie, fonctionnement des sols, etc., qui m'a énormément apporté dans ma vie de vigneron. Et en sortant de mes études, j'ai été embauché dans un cabinet de conseil en viticulture. J'avais choisi de me spécialiser en viticulture. Et j'ai travaillé 5 ans en Champagne, puis 2 ans en Provence, auprès de vignerons divers et variés, avec des profils et des itinéraires techniques très différents les uns des autres. Parmi eux, il y avait des approches biologiques et puis d'autres plus conventionnelles, c'est-à-dire chimiques. Et ça m'a permis, pendant ces quelques années de conseil, de répondre à leurs questions et donc de me creuser un peu la tête sur les différentes approches agricoles. Et j'ai été amené à rencontrer notamment des biodynamistes en Champagne et en Bourgogne. J'ai suivi une formation en Bourgogne qui m'avait pas mal bousculé, puisque je ressentais sur cette ferme une certaine forme de paix et de tranquillité paysanne. Donc ce vigneron en Bourgogne pratiquait la biodynamie, et donc j'avais trouvé le discours assez séduisant. Et pour aller plus loin, j'ai pu me documenter à travers quelques ouvrages spécialisés, techniques, qui abordaient le thème de la biodynamie, avec Nicolas Joly, que peut-être vous connaissez, qui est vigneron dans la Loire, maçon, etc. Et le discours m'avait beaucoup plu. Donc je rejoins Cyriac dans l'approche assez complète et complexe du vivant et de l'agriculture, qui, je pense, est une réalité, et la beauté presque poétique du discours de certains biodynamistes. Et donc, je me suis laissé, pendant plusieurs années, approcher par le thème de la biodynamie, par une soif, en fait, d'en savoir un peu plus sur ce que ça sous-entendait. Et il faut savoir que dans le monde du vin, la biodynamie, c'est quelque chose qui s'est bien développé ces dernières années, et à tel point que ça devient un label super commercial.
aujourd'hui, pour un acheteur professionnel de vin, un vin en biodynamie, c'est quelque chose de très coté. Enfin, en tout cas, ça a tout de suite une image très positive dans la tête de l'acheteur. Et donc, nous, en tant que vignerons, quand on a démarré notre activité, en fait, on a repris un domaine viticole qui n'existait pas. Enfin, on a racheté un domaine viticole, donc c'est une aventure entrepreneuriale. L'approche biologique et écologique était une évidence pour moi. Il n'était pas question de trahir mes convictions pour un quelconque profit. Donc, c'est vrai que j'étais tout de suite très branché sur le respect du vivant et des personnes qui travaillaient avec moi. C'est un domaine qui fait une vingtaine d'hectares, donc on travaille à plusieurs sur ce domaine viticole. Et j'avais le souci des consommateurs, des personnes qui achètent nos vins et des personnes qui travaillaient avec moi. Et progressivement, donc je suis installé en Anjou, au cœur du Léon. Et il faut savoir qu'en Anjou, il y a beaucoup de vignerons qui pratiquent la biodynamie. Il y a comme un foyer en fait de formation et de prosélytisme assez puissant, assez fort, tentant, puisque ces vignerons qui prônent la biodynamie sont des références à l'échelle internationale, et la qualité de leur vin est largement reconnue et je pense est réelle. Et donc, j'ai pu me former au contact d'autres vignerons, et puis Charlotte m'a rejoint sur le domaine assez rapidement, il y a 10-15 ans. Et elle n'avait pas cette même approche que moi, agronomique et technique, ni scientifique. Et donc, elle s'est laissée, je pense aussi, séduire par ce discours des biodynamistes. Et ensemble, on a décidé de faire le pas, après un peu de formation, sensibilisation et puis réflexion. On a décidé ensemble, en 2016, de convertir l'ensemble du vignoble en biodynamie. On ne voulait pas faire d'essai sur un demi-hectare ou sur une micro-surface. On voulait vraiment confronter l'ensemble de l'exploitation du domaine à la pratique de la biodynamie. Donc, on a investi dans du matériel, on a sensibilisé notre équipe, on les a formés, et on a commencé donc à suivre le cahier des charges Déméter, qui en fait s'est avéré à travers les contrôles. Enfin, on a compris que ça ne reposait que sur deux choses, Charlotte et moi. C'était les préparations biodynamiques, donc 500 et 501. Alors que c'est vrai que moi, j'étais beaucoup plus attiré par le discours agronomique global, c'est-à-dire la polyculture, la vie des sols. Tout ça avait du sens pour moi et sortait un peu du discours classique d'agronome. Et je me suis rendu compte assez rapidement que tout ne reposait que sur la dynamisation et l'application de ces préparations biodynamiques. Je pense qu'on a cheminé, Charlotte et moi, séparément pendant ces 2 années et demie de pratique. C'est-à-dire que moi, avec ma formation, mes réflexes d'agronome, je me dis, mais à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça veut dire exactement faire une 500, une 501? D'où ça sort? Qui a dicté qu'il fallait faire comme ci ou comme ça? Je perdais un peu le fil de ma liberté chérie, c'est-à-dire que j'avais l'impression de ne plus contrôler mes choix techniques et devoir respecter certains calendriers, etc. Et Charlotte, de son côté, sentait bien qu'il y avait quelque chose. Enfin, je ne vais pas parler pour toi, mais tu peux peut-être témoigner toi aussi. Ça y est, je peux. Oui, je suis très bavard. Donc, comme Thomas l'a dit, effectivement, de formation plutôt littéraire, j'ai été très séduite par la beauté poétique de la pratique biodynamique et de tout cette symbolique, en fait. Il y a beaucoup de symbolique. Donc, lors de ma formation, ce qui m'a quand même étonnée, et j'avais posé la question, c'est comment, parce que ça s'est fait rapidement, ce cours aux agriculteurs, rédigé Rudolf Steiner, c'était assez rapide, et peu de temps avant sa mort d'ailleurs. Comment est-ce qu'il a décidé, comment est-ce qu'il a trouvé cette recette qui est très précise pour les préparations biodynamiques, c'est très précis, on a des doses, voilà, avec tant d'eau à mettre, tant de dynamisation, tel jour.
Enfin, c'est très, très précis. Ça m'a surprise. Et quand j'ai posé la question de savoir d'où ça lui venait, la réponse du formateur, c'était que c'était par ses clairvisions que Rudolf Steiner avait été inspiré. Voilà, donc une relation avec le monde invisible. Voilà, bon, sur le coup, je me suis dit, j'avais tellement envie d'y aller que je me suis dit, bon, tant pis, j'ai vince cette réponse qui ne me convenait pas tellement, mais voilà. Donc, on a quand même parti dans la pratique avec Thomas. Mais parallèlement à ça, j'ai continué à cheminer et puis surtout, j'ai demandé un jour l'aide d'un prêtre pour m'aider à chercher et à discerner en fait sur la pratique. Suite notamment à une carte blanche que j'avais entendue sur une radio d'un prêtre qui disait que voilà, c'était pas qu'il fallait que c'était pas compatible en fait avec notre foi. Donc sur le coup, quand j'ai entendu cette carte blanche, j'ai reçu comme un coup de poignard dans le cœur parce que vraiment je me sentais heureuse du chemin qu'on prenait, mais ça m'a interrogée. Donc j'ai quand même demandé l'aide d'un autre prêtre à qui j'accordais beaucoup de confiance parce que c'est quelqu'un qui connaît bien le monde ésotérique et qui a pris le temps de me répondre une grande lettre de 30 pages très documentée. Et voilà, à cette lecture, avec Thomas, on a compris qu'effectivement, il y avait quand même de nombreux arguments qui reliaient la biodynamie à l'anthroposophie, que c'était très difficile de dissocier la pratique du fond. Et ça, c'est vrai que moi, ça me posait problème de dissocier une pratique du fond, des fondements. Et que malgré tout, en pratiquant, on se mettait, en fait, on risquait de se mettre en danger. Pas par le jeu d'appel à des forces qu'on ne maîtrisait pas forcément. Voilà, donc c'est ce qui nous a convaincus d'arrêter. Et moi, je ne me sentais pas du tout en vérité avec ce que j'aimais dans mon métier de vigneron. J'avais l'impression de le faire pour cocher des cases. Et pour être tout à fait honnête, je ne voyais aucune différence entre mon vignoble conduit en biodynamie et ce que j'avais développé 10 ans auparavant avec cette transformation du sol patiemment opérée à travers différents gestes agricoles. Et j'avais l'impression de m'écarter, de m'éloigner de mes convictions premières et de ce qui m'a toujours fait vibrer et rêver depuis que je pense à être vigneron. Et après, ce qui est très facile à comprendre, enfin, pour nous, c'est que c'est vrai que c'est séduisant parce que le label bio, Cyriac l'a dit, finalement, c'est pas très convaincant non plus parce que ça reste très large et beaucoup trop large. Et nous-mêmes, dans notre pratique agricole, on va beaucoup plus loin que ce simple label bio qui n'est pas complètement satisfaisant, qui est une base, mais qui n'est pas complètement satisfaisant. Ce matin, on a eu notre contrôle, hier matin, notre contrôle EcoCert. Bon, c'est triste à pleurer, hein. Il n'y a aucune poésie. On se demande même si le contrôleur, ou on dirait même un inspecteur, croit en l'écologie, quoi. En fait, on a pour cocher des cases, ce que vous avez dit, Cyria, qu'il ne faut pas faire. Bon, voilà, on s'y reconnaît, quoi. Mais voilà, la biodynamie, ça nous offrait un autre cadre, mais on s'est rendu compte qu'on pouvait aussi faire autrement et sans pour autant être dans un cahier des charges d'émetteurs. On connaissait les fondements ésotériques de la biodynamie, je pense, en la pratiquant. Et Charlotte et moi, on était convaincus que ce qui comptait, c'était l'intention qu'on allait mettre dans le geste. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on dynamisait, etc., c'est vrai qu'on pouvait prier, on pouvait ne prêter aucune attention à l'aspect obscur et théorique Enfin, je pèse mes mots, hein, j'espère que je choque personne, mais voilà, je voyais bien on était persuadé que ce qui comptait, c'était l'intention qu'on était capable de mettre dans la pratique biodynamique et on pensait qu'on irait, on continuerait comme ça longtemps. Sauf qu'à un moment donné, moi, j'ai vraiment craqué. Je me suis dit, mais je ne peux pas continuer. Il y a un matin où je devais faire une 500 et je me suis dit, mais je n'ai pas envie du tout. Et j'en ai tout de suite parlé à Charlotte. On a décidé ensemble d'en parler. On a relu certains textes et puis les réponses notamment du prêtre qui nous accompagnait pour vraiment réaliser qu'on faisait fausse route sur le plan purement agricole et personnel.
Je crois que vous avez relu aussi une phrase que vous n'aviez pas forcément lue dans le cahier des charges, le fait que quand on faisait de la biodynamie, on adhérait aussi à son essence. Bah oui, je pense que c'est évident. Enfin, c'est évident. C'est effectivement, il faut adhérer. Il faut bien comprendre que la biodynamie, c'est quand même le fruit de l'anthroposophie. Donc, c'est difficile, comme disait Charlotte, de détacher les deux. Enfin, c'est un des fruits de l'anthroposophie. Et ça sort de là. Et c'est difficile de dissocier les deux. Et on recevait quand même pas mal de bulletins techniques du GAB, le groupement d'agriculture biologique et biodynamique. Avec un B, ouais. Des bulletins techniques adressés à tous les vignerons qui adhéraient et qui devenaient de plus en plus ésotériques. C'était très, très clair, très net. Nous, au moment du gel de 2017, on a clairement eu la proposition d'invoquer les êtres élémentaires si on voulait protéger nos vignes. Et avec la phrase, c'est ça qui m'avait le plus choqué à l'époque, c'est que si ça ne marchait pas, il fallait leur demander ce qu'il fallait qu'on fasse pour que ça marche. Et en fait, ce n'était pas anecdotique, c'était assez régulier quand on recevait ce genre de propositions, même à travers les formations. Tout était axé sur des pratiques plutôt ésotériques de la biodynamie, de l'agriculture. Et donc, ça devenait pour nous très perturbant, très gênant, quoi. On voyait bien que le terreau était en Anjou très fertile pour ce genre de discours. Et les formations ont énormément de succès sur ces thèmes-là. On se retrouvait avec des personnes qui étaient en quête spirituelle, sans doute sincère, mais assez désorientées quand même. Et donc, il fallait être capable d'accepter ces discours ambiants et cette ambiance vigneronne assez atypique et perturbante pour les chrétiens que nous sommes. Et puis aussi, on s'est rendu compte que la biodynamie, telle que ça nous était enseigné, s'emparait de beaucoup de sujets qui, pour nous, étaient hors du champ biodynamique et des sujets auxquels on s'intéresse depuis le début de la reprise de notre domaine, comme l'agroécologie, comme l'agroforesterie, la vie des sols, la biodiversité. Et effectivement… Ils s'emparent de tous les sujets comme si c'était de la biodynamie, alors qu'en fait, c'est de l'agronomie simple. Voilà. Et ce qui, moi, m'avait aussi alerté et déçu, c'était quand on s'est fait contrôler par Déméter, donc à deux reprises. Finalement, tout reposait sur notre équipement, c'est-à-dire qu'il fallait avoir un dynamiseur et un calendrier qui justifiait qu'on avait fait 2 500 et puis une 501. Et finalement, tout le reste, c'était du violon, quoi, c'est-à-dire la polyculture, etc. La ferme, la dimension ferme, qui vraiment m'intéressait beaucoup, avait disparu du discours du contrôleur, ou en tout cas des objets de contrôle, quoi. Et donc, pour vous, ça a été un sacré saut de quitter la biodynamie, peut-être même avec des conséquences économiques? Ça a été un choix, en tout cas, oui, pas sans conséquence, parce qu'aujourd'hui, clairement, dans le vin, le label biodynamique, Déméter ou Biodivin, il y a 2 labels, sont clairement très vendeurs et nous positionnent comme une élite. Alors, c'est vrai qu'en rentrant dans cette démarche, et c'était aussi une des raisons, je le reconnais aujourd'hui avec beaucoup d'humilité, je me sentais très fière, moi, de dire que notre domaine allait faire partie de l'élite, d'une sorte d'élite. Et voilà, donc il a fallu être un peu humble et se dire, bon, peut-être que, voilà, on fait partie de cette élite-là, en tout cas. Et il a fallu bien communiquer auprès de nos différents acheteurs pour expliquer pourquoi on renonçait à ce label qui est considéré comme le summum de la bio et surtout comme quelque chose d'hyper qualitatif. On a expliqué que ça ne changeait rien à nos pratiques, que la seule chose qui changeait, c'est qu'on n'appliquait plus de préparats, donc ni 500, ni 501, ni autre numéro, mais qu'on continuait à œuvrer pour un équilibre écologique et biologique global au sein de notre exploitation. Merci beaucoup, Charlotte et Thomas. Merci. François, pour voilà, diversifier encore toutes ces approches. On a déjà abordé beaucoup de points avec vous 3.
Ben voilà, je pense même question. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, il y a un peu plus longtemps, hein, à vous lancer dans la biodynamie? Oui, effectivement, moi, c'est plus un récit historique que je vais vous raconter, puisque la biodynamie, j'ai arrêté il y a déjà une vingtaine d'années. Tout ce que j'ai entendu ce soir, là, ça m'a un peu remis dans le bain aussi, parce que j'ai quand même oublié pas mal de choses. Si vous voulez, pour reprendre un peu le contexte historique de ma démarche, donc moi, c'est une ferme en bio qui est en bio depuis plus de 50 ans. Donc, mon père a été un des pionniers de la bio en Charente pour sûr, et peut-être parmi les pionniers en France. Donc, j'ai 53 ans, donc je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et donc, au fil de mes études agricoles et de par l'expérience sur la ferme, évidemment que si je n'allais pas m'orienter vers la chimie, même si j'ai fait des stages dans les grandes fermes en chimie pour comprendre, connaître comment ça fonctionnait, c'était important. Mais mon choix était, même s'il était un peu influencé par l'histoire familiale, il était quand même j'étais très très motivé par l'agrobiologie à l'époque. Et donc après avoir fait une formation agricole classique, j'ai eu la chance quelque part d'aller à l'école d'agrobiologie de Beaujeu, qui était une école un peu fondatrice de l'agriculture biodynamique et de l'agrobiologie dans les années 80. Et cette formation-là, après avoir fait un BTS Axe, m'a permis, c'est ce que je recherchais aussi, de sortir un peu des chemins, des sentiers battus, et d'aller un peu aussi, d'aller plus loin que l'agrobiologie, voilà, que l'agriculture biologique, que pratiquaient mes parents. Parce que évidemment, la biodynamie, c'était un peu vendu, ou proposé comme le plus de la bio, quoi. Voilà. Quand on est en biodynamie, c'est le top. C'est l'agriculture biologique plus élaborée. Voilà. Et ça peut se comprendre sur plein d'aspects, qui ont été évoqués d'ailleurs par mes collègues. Effectivement, cette agriculture-là, elle est très séduisante. On avait l'impression, j'avais l'impression qu'elle proposait des solutions, pas à tout, mais presque. Et notamment sur la ferme familiale, il y a plus d'élevage déjà depuis une trentaine d'années. Et donc, de ramener l'élevage, la présence de l'animal sur le domaine agricole sans avoir d'élevage, la biodynamie, quelque part, elle le propose au travers des préparats, etc. Donc ça, c'était une piste qui m'intéressait pas mal. J'étais bien motivé pour essayer de mettre en pratique la biodynamie sur la ferme. Mais donc, avant de m'installer, donc j'ai fait cette formation à Beaujeu, où j'ai côtoyé, on va dire, tous les pontes de l'époque qui venaient enseigner dans cette école, comme Josette Ducom, Xavier Florin, si je me souviens bien, Poincé, et puis certainement d'autres, j'ai un peu oublié les noms. Et il y a Claude Bourguignon aussi qui était là. Et effectivement, quand je suis sorti de l'école, en fait, j'avais plus envie de faire de biodynamie. Parce qu'il y avait une dimension quand même assez importante, orientée vers l'ésotérisme. Et en tant que chrétien, l'ésotérisme, c'était intéressant. Je ne regrette pas d'avoir creusé un peu le sujet, parce que c'est important de savoir comment ça fonctionne, surtout en biodynamie, donc par le canal de l'agriculture biodynamique. J'ai trouvé ça très passionnant, mais tellement dans la théorie, dans la théologie, dans les écritures de Steiner, les cours aux agriculteurs, que j'ai jamais réussi à lire d'ailleurs, parce que ça me barbait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la pratique. Donc, quand je suis sorti de l'école, j'ai voyagé, j'ai fait pas mal de voyages autour du monde. Je travaillé dans quelques fermes, notamment en biodynamie. Je suis allé en Australie, au Québec. Et en Australie, j'avais été chez un agriculteur en biodynamie qui pratiquait la méthode Podolinsky,
qui était une méthode, on va dire, un peu plus simplifiée que la méthode européenne par rapport à la pratique. Et donc, comme c'est plus simplifié, moi, je suis quelqu'un d'assez concret, pratico-pratique. Donc, je me suis orienté plus vers cette méthode-là. Et donc, au niveau du GAB, on a fait venir Pierre Masson, qui était un peu un adepte, entre guillemets, de cette méthode. C'est lui qui nous a formés. On était plusieurs agrobio là, sur la Charente à avoir développé ça. Donc, il nous a formés pour mettre en place cette méthode-là. Et c'est une méthode, justement, qui n'était pas reliée à l'anthroposophie. Enfin, alors même si je suis complètement d'accord que la biodynamie est complètement reliée à l'anthroposophie, mais d'un point de vue pratique, moi, j'ai participé à quelques groupes locaux pour fabriquer des préparats, mais c'est pareil, là, j'ai fait quelques années, mais j'ai vite arrêté parce que je trouvais que c'était un peu trop évaporé quand même. Et je me suis aussi rendu compte que d'un point de vue, d'année en année, je me rendais compte dans toutes les rencontres que je faisais, au travers des biodynamistes ou quelques anthroposophes, ils étaient quand même relativement perchés, quoi. Perchés, et dans quelques relations dans mon voisinage ou même quand j'ai fait mes voyages, j'ai constaté des dégâts psychologiques. Voilà, moi j'ai deux collègues paysans qui ont fini en HP, quoi, parce qu'ils étaient tellement barrés que ils se sont laissés emporter par des choses qu'ils ne maîtrisaient plus, quoi, en fait. Voilà. Et ça a eu des conséquences quand même assez graves sur leur état de santé, etc. Donc toutes ces choses-là, ça m'a fait un peu réfléchir. Ça, c'était donc, je me suis installé en 96, j'ai mis en pratique jusqu'en 2002 à peu près. Bon, j'étais pas non plus un grand praticien parce que ça demandait beaucoup de temps. Il fallait être organisé, ça demandait des investissements que j'ai fait. Mais il fallait après être très rigoureux au niveau du calendrier, des dynamisations, etc., des préparations. Mais bon, moi, je faisais ça à la machine, je ne faisais pas à la main. Et je ne mettais pas d'intention dedans parce que j'avais déjà un peu écarté tout ça. Mais j'étais convaincu quand même par du résultat. Alors, je n'ai pas vraiment constaté de résultat sur ma ferme, donc je ne peux pas dire que ça a vraiment marché chez moi. Mais dans des exemples de fermes en biodynamie que j'ai pu voir à droite à gauche, j'ai quand même vu quelques résultats intéressants. Bon, notamment viticulture, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Ce qui est intéressant en fait dans cette agriculture-là, c'est vraiment l'approche globale. Ça a été dit plusieurs fois. Mais en même temps, il est clair que ce n'est pas la biodynamie qui a construit toute cette approche globale. Par rapport à l'agroécologie, la biodiversité, les semences, etc. On a l'impression qu'à un moment donné, c'est Steiner qui a tout inventé, mais non, enfin, Steiner, il a apporté la touche spirituelle, la prise de conscience des forces vivantes qu'on retrouve dans la nature et qu'il a mis en place au travers du canal de la dynamisation. Voilà, ça c'était vraiment Steiner et tout ce qui va avec. Mais quand on s'écarte de la biodynamie, après, on retrouve aussi des choses par soi-même, sans passer par le canal de la dynamisation de la biodynamie. Donc, c'est pour ça que en 2002, donc je me posais un peu des questions par rapport à différents échanges que j'avais eus à droite à gauche. Peu de résultats sur la ferme. Et puis, je vous dis, au niveau relations humaines, c'était un peu, j'avais constaté un peu quelques dégâts de personnes qui avaient été un peu trop loin là-dedans. Et donc, ça m'avait quand même un peu heurté. Et à ce moment-là, j'avais un ami qui s'appelle Yvan Besson, que vous connaissez peut-être, au travers des journées paysannes, là, qui était en train de démarrer son projet de thèse sur l'histoire des fondateurs de l'agriculture biologique. Notamment, au travers de sa thèse, il a dû creuser
l'histoire de ses fondateurs, dont se trouvait dans ces 4 fondateurs qu'il étudiait, Rudolf Steiner. Et comme lui, c'est un philosophe, il avait du temps pour lire et creuser tout ça, étudier tout ça, passer tout ça à la moulinette. Il avait effectivement détecté dans les écrits de Steiner, hein, je crois qu'il a lu une vingtaine de bouquins de lui, notamment dans les sciences de l'occulte. Alors, je ne me souviens plus exactement, il faudrait retrouver, mais je me souviens, ça m'avait un peu choqué. Il y avait des phrases quand même assez perchées, entre guillemets, où en fait, on pourrait trouver toutes les solutions pour résoudre les problèmes agricoles en allant les chercher dans l'au-delà, à n'importe quel prix, quoi. Quelque chose comme ça. Donc, j'avais trouvé ça, bon, un peu pas très clair. Et Yvan se rendait compte aussi qu'il y avait des choses pas très claires, pas très catholiques, on va dire. Et parallèlement à ça, je m'en étais aussi rendu compte un petit peu au fil des années, par rapport à l'historique de Steiner et du mouvement anthroposophique, que Steiner, pendant la guerre de 39-45, il y aurait eu des accointances avec des médecins allemands, des médecins nazis, etc. Et je sais que quand on en parle des anthroposophes, j'en ai parlé avec quelques-uns, je crois que c'est un peu dérangeant de dire ça, mais voilà. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a un peu aussi choqué. Donc, voilà, si c'est pour trouver des solutions pour résoudre des problèmes agricoles en allant chercher dans des dimensions, dans des univers qu'on ne maîtrise pas, en fait. Qu'en fait, le problème de la biodynamie, c'est qu'on travaille avec de l'énergie, avec des forces. Certes, il y a des forces, ça j'en suis convaincu, il y a tout ce qu'on veut. Il y a les êtres élémentaires, il y a les hiérarchies, etc. J'ai appris tout ça. Mais ce que j'ai bien compris, notamment, c'est un prêtre aussi avec qui j'ai eu un contact, qui s'appelle le Père Verlinde, qui a aussi étudié tout ça et qui met aussi en évidence que toutes ces énergies-là, tous ces êtres sensibles qui nous entourent, voilà, il faut les laisser tranquilles. Enfin, je veux dire, on ne peut pas utiliser ces forces-là pour nous désirata, alors, je suis désolé d'être un petit peu dur, mais il y a un champ il y a un champ ésotérique, il y a un champ secret, il y a un champ, je ne sais pas, enfin, qu'on doit laisser tranquille quelque part. Et sinon, comme on ne maîtrise pas, ça peut nous revenir dans la figure. Ça peut être meilleur comme le pire quelque part. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux s'abstenir. Merci d'oser nous partager le fond un peu de ce qui vous a amené petit à petit. Hein. On sent qu'aussi, ce n'est pas du jour au lendemain, mais que c'est voilà, votre cheminement. Finalement, vous n'avez jamais été certifié Déméter, donc ça n'a pas eu trop de conséquences pour vous d'en sortir. Ça n'a pas été difficile. Et puis, vous me disiez aussi qu'il y avait tellement d'autres sujets à travailler que comme le temps est limité, eh bien, il faut aussi parfois faire des choix et vous avez choisi de travailler, d'approfondir d'autres sujets comme la semence, le travail du sol, etc. Bah oui, parce que l'agroécologie, c'est vaste. Donc, la biodynamie est un vaste sujet aussi. Et si on veut le mettre en pratique, c'est très, très exigeant, c'est très énergivore. Et je sais qu'à l'époque, il y avait des résultats, mais je voyais bien que tous ceux qui faisaient ça sur leur ferme, ils avaient du mal à aller au bout parce que c'est tellement voilà, énergivore et compliqué que je pense qu'il y a un moyen de faire une agriculture plus simple, plus à taille, je dirais, de façon plus humble, tout en étant proche de la nature et tout en l'observant. Hein. Alors c'est vrai que la biodynamie, l'approche globale de la biodynamie aide à ça, à lire un peu la nature, à lire un peu, décrypter le monde vivant qui nous entoure. Mais il ne faut pas aller trop loin non plus. La beauté, la création, on sait aussi la regarder en tant qu'humain, en tant que chrétien, sans aller aussi loin.
je pense que c'est quelque chose d'important, en tout cas pour moi. Merci beaucoup. Eh bien, je vais inviter les participants à poser leurs questions. J'en ai pas encore vu trop passer, mais je pense que voilà, que ça aura suscité des questions. Si même entre vous trois, vous voulez vous interpeller, voilà, il y a aussi possibilité. Vous trois, vous pouvez prendre la parole, et sinon les autres, merci d'utiliser le chat. Je vais regarder moi, de mon côté aussi. Apparemment, Hélène, Régis aimerait prendre la parole. Ah bah oui, bah Régis, vas-y, ouvre ton micro, tu peux le faire, hein, Régis. J'ai pas vu. Oui, j'ouvre mon micro. Oui, merci Régis. Ouais. J'ai pas suivi vos deux dernières phrases. De qui? Oui, j'ai pas suivi la demande à vos deux dernières phrases. Si Régis, toi, tu fais partie de ceux qui peuvent aussi poser des questions. Voilà, Oui, je demandais aux autres de poser par le chat. Oui. Si l'agriculture biodynamique n'est pas forcément fait relier à l'anthroposophie en pratique, je crois que c'est François qui disait ça là, sur l'affaire, sur le plan théorique et des intentions, c'est quand même bien une application qui dérive, qui découle complètement de l'anthroposophie. Même si après, de manière très concrète, il peut y avoir des biodynamistes qui effectivement ne s'intéressent pas à l'anthroposophie et ne sont pas anthroposophes. Il n'en reste pas moins que l'intention des anthroposophes et des biodynamistes, c'est effectivement par la biodynamie de convertir les pratiquants à l'anthroposophie. Cyriac, est-ce que vous pouvez réagir à ça sur ce projet vous qui côtoyez, je me permets, vous qui côtoyez quand même de près des biodynamiciens et dans leur diversité? Oui, ça rejoint de toute façon ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en effet, il n'est pas question de nier que la théorie et la pratique agricole de la biodynamie émanent de la pensée anthroposophe et de la philosophie anthroposophe développée par Rudolf Steiner. Ça, c'était il me semble, le premier propos de Régis. Maintenant, comme je vous l'ai dit, dans les cercles dans lesquels nous pratiquons, il n'y a jamais eu de lien de pratique anthroposophe avec les pratiques biodynamiques. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est qu'à l'échelle de la Provence, de ce que j'ai vu plus précisément même du côté de Rognes, donc du Luberon, là où se réunit notre groupe, et qu'en humilité, je ne peux pas vous dire que ça n'existe pas ailleurs. Et vous, les Carsins, peut-être dans la viticulture, c'est un peu différent? Oui, enfin, en tout cas dans notre secteur en Anjou, c'est quelque chose de... Ben, on vous l'a dit, c'est complètement imbriqué, c'est-à-dire que l'anthroposophie, a priori, fait partie de l'état de tous ces vignerons qui pratiquent la biodynamie. Alors, attention, moi tous ceux qui forment, tous ceux qui sont... J'ai mis des réserves sur ceux qui pratiquent, pardon Thomas, mais ceux qui pratiquent, je pense que la plupart ne font pas du tout le lien avec l'anthroposophie. Après, il y en a quelques-uns et qui ont une aura assez importante autour de nous, qui sont anthroposophes et qui ont un charisme assez important dans notre sphère. Mais encore une fois, je pense que je le sais, la plupart des praticiens le font parce que c'est tentant,
parce que peut-être il y a une quête spirituelle, parce qu'il y a cette volonté de vouloir faire mieux que le simple bio, parce qu'il y a cette attraction pour la beauté, une certaine beauté poétique qui entoure cette philosophie. Voilà, la plupart ne se revendiquent pas du tout de l'anthroposophie. Et nous-mêmes, quand on a voulu se lancer, notre but n'était pas de nous convertir à l'anthroposophie. Cependant, lorsque nous avons fait nos recherches et qu'on a vu qu'il y avait un lien qui était clairement établi, à partir du moment où on le savait et où on a été éclairé de cette manière-là, je voyais comment on pouvait continuer de manière consciente. Voilà. Je reçois des questions aussi sur le fait que utiliser des énergies, enfin voilà, le monde est rempli d'énergie. Comment distinguer, voilà, est-il possible de préciser quelles sont concrètement les énergies qu'il faudrait laisser tranquilles et les énergies sur lesquelles on pourrait s'appuyer? On ne sait pas justement. Nous, on n'est pas énergéticiens déjà, donc j'ai du mal à parler des énergies, moi. C'est vraiment quelque chose auquel je ne suis pas sensible du tout. Enfin, je ne vois pas trop de quoi on parle. Quand on fait appel à des énergies ou à des forces, on ne sait pas. Enfin, à moins d'avoir une claire vision, voilà, moi je ne sais pas, je n'en ai pas eu, donc là-dessus je ne peux pas témoigner, mais on ne sait pas à quelle force on fait appel. Enfin, en tout cas, c'est ça, c'est sur ce point-là que nous ont avertis les deux prêtres qui nous ont beaucoup accompagnés. C'est que, attention, et il en a parlé, François aussi, on voit bien qu'effectivement autour de nous, on peut aussi en témoigner, il y a des personnes qui sans doute se sont un peu égarées. Je ne me permettrai pas de faire un lien direct avec la biodynamie parce que ce serait, voilà, il faudrait aller plus loin, mais en tout cas, c'est ce qu'on observe. Enfin, en tout cas, on l'a observé aussi. Donc, à partir du moment où on ne sait pas à quelle force on fait appel, attention. Voilà, à partir du moment où on ouvre des portes, on ne sait pas à quelle force on ouvre des portes. Voilà, quand on prie Jésus-Christ, on prie Jésus-Christ. Quand on ouvre des portes à des forces, on ne sait pas. Et c'est là où peut y avoir un danger. En tout cas, c'est ce qu'on a compris. Et ça nous parle. Charlotte, moi, je voulais te poser la question, comment tu continues à vivre la poésie dans ton travail? Déjà, j'ai un mari poète, donc ce n'est pas trop difficile. Et surtout, je crois que voilà, il suffit de relire le livre de la Genèse et la création et ce qui nous entoure, c'est déjà poétique. On a cette chance de pouvoir travailler dans des très beaux paysages, en plus, dans le Lyon. Donc la poésie, elle est là, elle est dans le quotidien de nos gestes. Mais si on observe bien le monde paysan, c'est très poétique dans sa simplicité, en fait. Et on est en train souvent, à travers la biodynamie, il y a un discours qui est très poétique et qui sort du cadre des bouquins d'agronomie classiques. Et c'est vrai que ça fait du bien. Je l'avais dit déjà à Syriac, il y a quelque chose de très excitant, en fait, dans le discours biodynamiste. Mais ouais, enfin voilà, je pense que c'est... Je pense qu'on n'a pas besoin de ça pour finalement s'émerveiller devant la nature et la création, quoi. Et puis, la pratique des rogations, c'est aussi une très belle forme de poésie, au-delà du côté spirituel et de la foi qu'on y met. C'est aussi des très beaux gestes et finalement, ça nous inspire plus. Il y a une question qui porte sur... donc d'abord, on vous remercie pour être en vérité, pour ce partage en vérité. Selon vous, quelle serait aujourd'hui l'approche qui serait la plus en adéquation, en harmonie avec notre foi et le regard que nous pouvons poser sur l'agriculture comme pratique? Donc, c'est plutôt à François et Thomas, puisqu'on a aussi compris, Cyriac, que c'est justement dans la biodynamie que vous trouviez cette adéquation. En fait, il n'y a pas de... Enfin, je laisserai François répondre après, mais je pense que on n'a pas besoin d'un cahier des charges pour ça. Je veux dire, j'ai l'impression qu'à chaque agriculteur, son propre cheminement, sa propre voie. Il y a tellement de façons de faire de l'agroécologie et encore beaucoup d'inconnus sur comment faire mieux. Moi, c'est ça qui me passionne depuis toujours, c'est d'essayer de
très lentement, progressivement, à partir des observations qu'on peut faire de la nature et puis des gestes agricoles, comment faire pour améliorer nos systèmes agraires, ça fait un peu technique de dire ça, mais comment améliorer à la fois la productivité de notre agriculture sans abîmer évidemment le support vivant sur lequel on s'appuie, quoi. Voilà. Et puis on peut être agriculteur chrétien aussi par les relations qu'on a avec les personnes qui travaillent avec nous. Enfin, il y a d'autres. C'est un cheminement personnel, ça dépasse nos choix techniques. Heureusement. François, pour compléter, peut-être si... le micro, François. Oui, le micro, non? Ça marche pas? C'est bon, oui. Ouais. Je voulais dire que c'est à chaque agriculteur de trouver sa voie en fonction de ses ressentis, de ses convictions. Moi, personnellement, ce que je trouve important, c'est tout simplement le bon sens paysan, qui justement m'empêchait de le pratiquer quand je suivais le calendrier planétaire, par exemple, où il fallait semer tel jour, enfin, il y avait des contraintes à respecter si on voulait être en adéquation avec le calendrier. Alors que dans certaines situations, ben, quand il faut y aller, il faut y aller. La météo est propice et on ne va pas louper ces cultures parce que un tel a dit qu'il ne faut pas y aller, quoi. Enfin, et là-dessus, faut être vigilant et je pense qu'il faut s'écouter. Voilà, faut s'écouter d'abord. Et par rapport aux observations qu'on a avec la nature, l'harmonie qu'on vit dans cette nature, on ressent des choses. Donc voilà, il faut s'écouter soi et agir. Pour moi, c'est ça le bon sens paysan. Il n'y a pas de recette absolue, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas. Merci. Il y a une question aussi, avant de vous donner la parole, Père Emmanuel, mais sur le fait que l'Église, est-ce que l'Église devrait se prononcer et alors peut-être sur la biodynamie, mais aussi sur l'anthroposophie et le lien entre les deux. Pour en avoir parlé à plusieurs prêtres et à un évêque, ils sont très peu renseignés sur le sujet. Voilà. Est-ce que vous pensez que l'Église a son mot à dire? Est-ce que ça pourrait aider à être un repère ou au contraire, ça serait encore quelque chose de descendant qui pourrait être contre-productif? Je ne sais pas, qui de vous trois Je vois pas ce que l'Église irait faire. Je pense que c'est une question de discernement personnel. J'aimerais pas être amené à juger quelqu'un qui décide de pratiquer la biodynamie. C'est bien d'être éclairé. Je pense que Charlotte a fait ce travail d'éclairage en allant questionner des personnes qui, d'une part, avaient le temps de travailler sur ces questions-là et la compétence intellectuelle. Je pense au père Thébault. Mais je pense que enfin, je verrais mal l'Église interférer là-dedans. Et j'aurais pas envie d'opposer les agriculteurs entre eux sous prétexte qu'il y en a qui pratiquent la biodynamie et d'autres pas. Ce que j'aime, c'est voir qu'il y a des personnes heureuses à travers ces choix techniques. J'ai des copains vignerons qui font d'excellents vins et qui pratiquent la biodynamie et ils ont l'air de retrouver un équilibre là-dedans, malgré tout ce qu'on a dit avant. Hein. Nous, encore une fois, c'est un témoignage personnel, ce qu'on a vécu. C'est un cheminement en parallèle, en lien avec notre foi et notre intelligence, qui fait qu'on a décidé d'essayer puis d'en sortir. Mais j'aimerais pas que l'Église mette son nez dedans. Personnellement, je ne vois pas l'intérêt en fait de.
Et puis, il y a des écrits, il y avait le Père Verlaine, là, dont parlait François tout à l'heure, il y a eu pas mal d'écrits quand même et de réflexions faites par des intellectuels et des philosophes sur ces questions-là. C'est pas mal que nous, chrétiens, on sache aussi s'éveiller par nous-mêmes sans attendre un discours qui ne valide pas la pratique de la biodynamie ou l'anthroposophie. Enfin, et en tout cas, je pense que je peux aussi parler au nom de Thomas, mais en tout cas, nous, on continue à boire des vins certifiés Déméter ou Biodivin, parce que ce sont des vins excellents. Et voilà, si l'Église venait à me dire que c'était un péché de plus en boire, et ben voilà, ça ne m'empêcherait pas de continuer à en boire. Merci. Cyriaque, Olivier. En complément, oui, merci. C'est toujours très intéressant cet échange. Déjà, moi, ma première réponse, c'est que de toute façon, nous avons commencé, puisque l'Église, c'est nous, et que nous sommes l'Église, et que dans notre réflexion actuellement, nous essayons de discerner avec l'aide de l'Esprit Saint sur ce qu'il en est de la biodynamie. Donc, je pense que qu'il est bon que l'Église ait là-dessus une parole claire et que cela fait partie, à mon avis, de ses missions, d'autant plus si les études mènent à penser que les pratiques biodynamiques sont plutôt inspirées par le malin que par le Christ. Donc, à mon avis, oui, c'est important. Par contre, il y a ce libre arbitre, il y a heureusement la confession, mais là-dessus, je veux dire que oui, moi, j'interpelle aussi bien mon nouvel évêque, archevêque ici à Aix-en-Provence, que le prêtre de le chancelier de mon diocèse, qui est mon curé de paroisse, pas plus tard qu'hier, sur sa position. Et là-dessus, il y a peu d'éclairages qui sont à leur disposition pour avoir des réponses éclairées. Donc, moi, je suis très favorable. Des éléments de discernement à mettre à disposition. Père Emmanuel, en fait, si vous voulez prendre je ne peux pas vous rouvrir votre micro. Donc, c'est à vous. Voilà. C'est On bon? vous écoute. Je reviens sur la question de François Péloquin qui a abordé les notions d'esprit. Voilà, il fallait laisser tranquille. Et je trouve que d'une certaine manière, on était un peu au cœur de ce que vient d'aborder Cyriaque sur la question du discernement. Je voudrais d'abord, me semble-t-il, définir ce qu'on appelle une énergie. Il me semble que si on rapporte énergie à son origine grecque, l'énergeia, tout est acte et tout est énergie. Même les particules élémentaires sont énergie. Il y a des énergies naturelles, ensuite il y a des énergies spirituelles. On sait que les énergies spirituelles, qui sont donc des êtres personnels, ont été conduites ou sont en train d'être conduites à faire un choix. Et donc, il y a effectivement des énergies qui sont bienfaisantes et d'autres qui sont malfaisantes. Quand un agriculteur cultive, il peut bien sûr mettre son activité agricole sous la conduite et disons, en quelque sorte, le patronage d'énergies qui sont spirituelles, bienfaisantes ou malfaisantes. Ça, c'est un choix spirituel. Mais il va ensuite pratiquer, développer des pratiques agricoles qui, elles, vont chercher à permettre aux énergies naturelles, du sol, de la vie, des vivants alimentaires qui sont contenus dans le sol par milliards, il va chercher à mettre ces énergies dans une cohérence qui va leur permettre de s'exprimer, de se développer. Donc,
on peut pas, enfin, il me semble que c'est très difficile de dire il y a des énergies qu'il faut laisser tranquilles parce que dans ce cas-là, ben, on peut plus même vivre puisque tout est énergie. Et c'est pour ça que je pense que la remarque de Cyriaque est très pertinente. Il y a vraiment un discernement, savoir à partir de quand est-ce qu'en utilisant une énergie naturelle, on serait obligé d'avoir recours à une énergie spirituelle maléfique ou bénéfique. En gros, à des anges ou à des démons, ou même à Dieu, au Christ, à l'Esprit Saint. Voyez. Donc là, il y a vraiment une question très fondamentale et je serais heureux, si vous voulez, que vous puissiez vous exprimer un petit peu par rapport à cette manière de poser le problème. À vous la parole. Commencer. Écoutez, je vais commencer. Merci, Père. Cela va sans dire, mais puisque vous nous interpellez, on ne peut pas être de la religion de l'amour et, pour ma part, pratiquer en conscience quelque chose de maléfique. Donc, nonobstant tout ce qui a été dit sur l'anthroposophie et sur l'origine de pas mal de choses, la clairvoyance ou autre, des cours aux agriculteurs ou d'autres conférences données par Rudolf Steiner, sans omettre que le cours aux agriculteurs a été donné quand même à la fin de sa vie. Moi, lorsque je suis dans ma pratique de paysan biodynamiste, et je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis beaucoup plus proche de ma pratique la plus pure à mes yeux, et là où j'en suis dans la pratique de ma foi et donc de cette spiritualité de laisser advenir l'Esprit Saint et non la volonté, il va de soi que lorsque je suis dans ce qui est moi mon élément, c'est-à-dire la nature, les plantes et les semences maraîchères, j'essaie de reproduire exactement cette même dynamique. Donc, et c'est pour cela que je vous disais que c'est bien en conscience qu'il me semble, même si je suis ouvert à ce qu'on m'explique le contraire, que je suis dans cette dynamique de force d'amour, et encore une fois, pour aussi rebondir sur les prises de parole très intéressantes de Thomas, de Charlotte, et notamment à la fin de François, sur ces énergies sur lesquelles vous venez de faire écho. Moi, ce qui m'interpelle beaucoup, en tout cas là où j'en suis dans ma vie, c'est ce qui m'échappe. Tout ce qui nous transcende, tout ce qui est cet inexpliqué, cet inexplicable, là où on a cette position d'humilité, et c'est là où je fais un parallèle évident et totalement incarné entre ma foi catholique, ma compréhension des Écritures et des Saintes Écritures, et ce que je peux vivre de plus profond et intime dans ma pratique agricole et dans ma pratique biodynamique. Voilà pour ce qui est de ma réponse, mon père. Merci beaucoup. Je voulais juste préciser, parce que vous l'avez évoqué, j'ai oublié de le faire dans mon intervention, c'est que le fait de ne pas maîtriser une énergie n'implique pas qu'on puisse y avoir recours. Des parents qui donnent la vie et qui conçoivent, ils ne savent absolument pas ce qui se passe. Ça les dépasse complètement. Et heureusement qu'ils y recourent, parce que sinon, il n'y aurait plus d'hommes. Voilà. Donc, c'était juste pour souligner l'importance que le fait de ne pas maîtriser n'est pas nécessairement un critère qui empêche d'user une... Et de ce point de vue-là, la pratique d'une approche humble où on sait qu'on utilise quelque chose qui nous dépasse, mais en le respectant, est importante. Donc, il y a vraiment un discernement à faire.
Moi, j'irai plus loin que vous, Père, puisque vivre, tout simplement, c'est ne pas maîtriser. Donc, pour moi, chacun des actes que je pose dans ma vie, il y a beaucoup de choses que je ne maîtrise pas. Et dans l'agriculture, je pense que ça s'avère particulièrement, puisqu'il y a beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Le premier étant la météo. Voilà, donc cet acte cette posture de confiance et d'abandon, c'est quelque chose qu'on apprend à vivre lorsqu'on pratique ce métier et qui est magnifique. Et nous, on va trouver, en tout cas, en ce qui nous concerne, on va trouver un apaisement et une confiance dans la prière. Et en tout cas, pour ce qui nous concerne, on n'a pas du tout trouvé de réconfort dans la pratique de la biodynamie pour nous abandonner davantage. Ce n'est pas lié du tout pour nous. Je te laisse, Thomas, tu voulais ajouter quelque chose. Non, je sais pas, la dynamisation de l'eau, c'est pas quelque chose de complètement naturel, à la différence de mettre un enfant au monde, c'est-à-dire que c'est une énergie naturelle et une pulsion naturelle, tandis que dynamiser, mettre 10 grammes de silice dans de l'eau qu'on dynamise, c'est quelque chose de choisi. Il est censé y avoir une forme de connaissance derrière, chose que je ne sais pas si je m'exprime bien, mais je ne vois pas bien en fait où vous voulez en venir, mon père, quand vous comparez l'énergie de la vie qu'on met quand on met un enfant au monde et l'énergie qu'on utilise dans les gestes de la biodynamie ou gestes agricoles en général. Oui, ce que je veux dire, c'est que quand vous dynamisez de l'eau, vous faites intervenir des éléments visibles, de la création visible, et vous les faites interagir d'une manière particulière, à travers le vortex, la dynamisation. En cela, formellement, il n'y a aucune intervention spirituelle. La preuve, c'est que ça peut être réalisé par une machine. Oui, mais on dicte une loi, quelque part. Quand on dit qu'il faut le faire pendant 10 minutes dans un sens, puis dans un autre. Alors, est-ce qu'on édicte une loi ou est-ce qu'on découvre une loi qui est inscrite dans la nature? De la même manière qu'un mathématicien, on peut dire qu'il découvre un théorème, il édicte un théorème, mais en fait, ce théorème, il est quand même inscrit dans la réalité mathématique et dans la réalité qui sous-tend l'objet mathématique. Donc, il n'y a pas nécessairement, là, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que on ne voit pas qu'il y a un recours à une réalité spirituelle, et d'après ce que nous disait Cyriaque, il n'y avait pas dans les préparations, dans la réalisation des préparats, l'invocation d'esprit d'une manière consciente, ou enfin, d'après ce que j'ai compris. Oui, mais voilà. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de... Voilà, les préparations les plus connues vont de 500 à 507. Et dans les préparations 502 à 506, elles ont toutes un lien avec... elles relient toutes une plante avec une partie animale, une vessie de cerf, un crâne de chien ou un crâne d'animal domestique, par exemple. Bon, alors, je veux bien redécouvrir des choses que Dieu veut me dire là-dedans, mais moi, ça ne me parle pas. Et ça me parle beaucoup plus de faire venir un prêtre pour bénir mes vignes la veille du gel, plutôt que de faire ce genre de pratique, en tout cas. Même si peut-être il y aurait une révélation, mais en tout cas, moi, nous, ça nous parle pas. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, on va continuer à être ponctuel comme on l'a été dans les précédentes. Merci beaucoup. On a fini sur la clé un peu de discernement et sur le besoin qu'on a besoin d'éclairage et de clé de discernement pour, voilà, avec des éléments fermes, mais aussi pour que chacun puisse faire ses choix, ses propres choix, son chemin de liberté. Et donc, je vous propose de se donner rendez-vous le 13 décembre pour la dernière conférence. Voilà, on ne voulait pas non plus trop étirer ce cycle de conférences. Vous avez été très fidèles et on vous remercie vraiment. Et donc, le 13 décembre, on finira par une intervention du Père Hédard qui nous parlera des risques spirituels, justement,
voilà, peut-être même au-delà de la biodynamie, mais en incluant vraiment la biodynamie, mais aussi fort de tout ce qu'on a entendu et de toutes les belles choses aussi hein, qui se vivent et toute cette approche globale. Donc merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Je sais que ça a été exigeant pour vous. Voilà, les intervenants. Merci beaucoup. Et puis, et donc il y a beaucoup de merci hein, qui vont arriver, qui arrivent déjà. Je vous propose qu'on, voilà, comme on le fait, et parce que c'est ce qui nous rassemble, on se confie à notre maman du ciel, à la Vierge Marie, parce que c'est bien le cœur de nos rencontres, c'est d'avancer vers son Fils, le Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.